Alors, premier exposé de cet après-midi, c'est revenir finalement sur cette question, d'ailleurs de deux termes qu'on utilise parfois indifféremment, qui sont massification et démocratisation. Or, il y a peut-être des nuances à mettre, mais donc faisons un peu le point sur cette question de massification ou démocratisation de l'enseignement. Et pour ça, j'invite Dirk Jacobs, que beaucoup de monde connaît dans l'université, mais qui est avant tout sociologue de l'éducation et par ailleurs bon connaisseur des questions bruxelloises en particulier. Ok, voilà. Donc les flèches. Super, un tout grand merci Benjamin. Donc moi j'ai effectivement gardé le titre imposé et je vais partager avec vous quelques réflexions en ce qui concerne cette notion de massification et les enjeux liés à la démocratisation de l'enseignement supérieur. J'ai repris, les slides ne bougent pas, excusez-moi. Ok, super, merci Benjamin. Ici j'ai repris un slide qui représente au niveau mondial l'évolution du nombre d'étudiants en enseignement supérieur au XXe siècle. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une augmentation spectaculaire, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis l'année 2000, en fait, nous avons une croissance annuelle de 10% du nombre d'étudiants qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur au niveau mondial. Et c'est une même tendance partout, sauf en Afrique subsaharienne, on observe les mêmes constats partout. Donc, y compris également en Belgique. Ici, on voit l'évolution pour les 30 dernières années. En bleu foncé, c'est les universités. En bleu clair, c'est l'enseignement supérieur non universitaire. Et on voit une croissance de 100%. Donc, le double du nombre d'étudiants. On a pu discuter ce matin que les budgets n'ont pas suivi. Et donc, le ratio staff étudiant en souffre largement. Il n'y a pas vraiment de raison pour penser que ceci va vite ralentir. Il nous semble que nous restons dans cette logique de croissance. Bon, cette croissance à l'échelle internationale va de pair avec des processus de démocratisation de l'enseignement obligatoire. Et si on regarde dans une perspective historique, il y a quand même différentes étapes qui ont eu lieu. D'abord, l'enseignement obligatoire à l'échelle primaire avec des campagnes d'alphabétisation des populations. Ensuite, l'enseignement secondaire qui est rendu obligatoire et avec un temps de retard de chaque fois 2-3 décennies, on voit que cette masse de personnes s'oriente vers un niveau d'enseignement plus élevé, avec comme conséquence, même si un diplôme reste un élément important pour une insertion socio-professionnelle pour des postes d'élite et avec une rémunération plus élevée, même si ça reste le cas, il y a quand même également une dévaluation de la valeur d'un diplôme universitaire. Quand il y a de plus en plus d'universitaires, c'est moins un élément de distinction. Donc ce phénomène qui ne doit pas étonner de point de vue sociologique a également comme conséquence qu'à nos jours, un seul diplôme universitaire ne suffit pas pour se démarquer, mais qu'il faut avoir plusieurs diplômes, voire que la réputation des institutions où on a décroché le diplôme compte également de plus en plus. Alors, si on regarde un peu plus proche cette augmentation pour la Belgique, donc ici c'est la Belgique francophone en fait, les données que je vous montre, et si on fait la ventilation au niveau du genre, on voit en fait qu'une grande partie de l'augmentation, c'est à cause de la féminisation de notre public dans l'enseignement supérieur.
Et donc, si on se focalise sur les universités, et ici, le bleu, c'est les femmes, l'orange, c'est les hommes. Quand moi, j'ai commencé mes études il y a 30 ans, les hommes étaient encore en majorité. Maintenant, clairement, ce sont les femmes parmi les étudiants qui sont dans la majorité. Et on voit qu'au niveau de taux de réussite et taux d'échec, une certaine stabilité dans le temps. Donc, on a eu un doublement du nombre d'étudiants qui sont à l'université, mais le taux de réussite reste plus ou moins stable, ce qui se reflète donc également maintenant de plus en plus dans les écarts en termes de diplomation des hommes et des femmes, où nous avons plus d'étudiantes qui décrochent un diplôme que d'hommes qui décrochent un diplôme. Je vais revenir sur la différence de discipline à discipline, mais c'est quand même une tendance importante, je trouve, et j'étais un peu surpris en regardant les chiffres, en fait, quand on parle de massification ou de l'augmentation du nombre d'étudiants, qu'en fait, la féminisation y joue un rôle très important les 30 dernières années. Ce qu'on peut également constater que même s'il y a un léger taux de réussite plus élevé pour les femmes, que l'effet du décret paysage n'a pas été le même selon pour les deux genres. On peut, comme conclusion générale, et ce qui nécessite ou ce qui soutient effectivement ce changement de ce décret paysage qui est prévu, que le système de crédit a mené à un allongement de la durée moyenne des études, mais n'a pas augmenté le taux de réussite de nos étudiants, et qu'il y a un effet genré. Les femmes ont eu tendance de faire une réorientation plus rapide quand ils avaient des difficultés dans leur parcours universitaire ou enseignement supérieur et décrochaient quand même encore un diplôme, tandis qu'on voit pour une partie des hommes, et principalement les hommes qui se trouvent en difficulté dans leur parcours universitaire, ils restent sur place sans se réorienter et sans finalement décrocher le diplôme. Et donc malheureusement, l'objectif souhaité de ce décret paysage avec le système de crédit, de démocratiser notre enseignement dans le sens d'augmenter le taux de réussite pour tous les groupes, n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné et a même mis notamment les hommes de milieu modeste dans une situation plus délicate parce qu'ils restent à l'université, dans les filières, sans à la fin obtenir un diplôme et sur le marché de l'emploi. Du coup, ils ne sont pas forcément dans une situation bénéfique. En ce qui concerne l'aspect de la féminisation, si je peux faire le pont avec le sujet de ce matin, un regard plus historique, le moment quand le bâtiment A et le sol Bosch a été développé comme site universitaire, c'était également l'année où ce discours par Monseigneur Ladeuze était prononcé à la KU Leuven lors de l'ouverture de l'année universitaire. Et donc à l'ULB, on comptait dans nos rangs déjà des femmes depuis 1880, mais à l'UCL, l'exercice d'ouvrir les portes aux femmes également n'était fait que il y a 100 ans, donc en 1920. Et vous pouvez voir dans l'argumentation qu'on ne voulait pas laisser le soin aux autres de les former, c'est-à-dire pas que les femmes aillent tous à l'ULB, qui font des études supérieures, mais que Louvain devrait également avoir sa part. Mais en concluant,
comme vous avez sans doute déjà pu lire. Ce n'est pas cependant que nous souhaitons les voir se précipiter en grand nombre vers des professions dont la plupart sont peu compatibles avec la fonction normale que la nature leur assigne dans la société. Donc, ce n'était pas avec un grand enthousiasme, et peut-être qu'on peut également mieux comprendre pourquoi ça a traîné tellement longtemps de voir une féminisation de nos bons universitaires. Au départ, ce n'était pas voulu, quoi. Alors, si on fait une distinction, on retourne à nos jours actuels et on fait une distinction en termes de filières, facultés et disciplines, on voit une tendance en Belgique, mais qui, de nouveau, de façon remarquable, est présente partout en Europe, voire à l'échelle mondiale. On constate ces mêmes tendances. Une forte féminisation des filières sciences sociales et sciences humaines, et une surreprésentation des hommes dans les filières sciences exactes. Également un phénomène qu'on peut observer partout et qui invite à la réflexion quand même, et je veux juste partager ces réflexions comme questions avec vous, comme spéculation. Si l'augmentation du nombre d'étudiants les 30 dernières années n'était pas une féminisation, mais qu'on était dans la continuité, est-ce que le débat sur le financement ou le refinancement d'universités aurait s'articuler dans le même sens? Et est-ce qu'il n'y a pas également une dimension genrée, que les étudiants qui sont en sciences exactes comptent 3 fois plus, ou 3 fois plus que les étudiantes qui se trouvent en sciences sociales? Bon, je lance ça comme réflexion, comme question, sans vouloir être complotiste, mais il y a quand même une dimension genrée à ne pas sous-estimer ici, à mon avis. Alors, un autre défi dans le contexte des nouvelles obligations ou anciennes obligations de l'université supérieure, c'est l'aspect de démocratisation en termes d'inclusion de différents profils de citoyens. Et là, malheureusement, on peut constater que le fonctionnement de notre système universitaire reflète le fonctionnement ou le dysfonctionnement de notre enseignement obligatoire, c'est-à-dire en étant très fort dans la reproduction des inégalités sociales. À l'âge de 17 ans, un élève en région Bruxelles-Capitale qui fréquente l'enseignement secondaire francophone, 68% des élèves qui ont 17 ans ont au moins une année de retard scolaire. Donc la grande majorité de nos élèves connaissent un retard scolaire. Nous avons une logique de cascade dans notre enseignement obligatoire. Redoublement, retard scolaire veut souvent dire réorientation et changement d'école. Et c'est un parcours de combattants. Là, dans les slides, sur la figure à droite, vous avez l'enseignement général, et le bleu, c'est le pourcentage d'élèves qui sont à l'heure. À côté, vous avez le professionnel, le technique, l'artistique, etc. Et on peut constater que la majorité des élèves qui se trouvent dans l'enseignement technique et le professionnel ne sont pas à l'heure. 2, 3, parfois même 4 années de retard, dans une logique de cascade. Et c'est un parcours de survivants ou des combattants pour les personnes qui se trouvent dans l'enseignement général, qui sont prédestinées à continuer leurs études dans l'enseignement supérieur et aller à l'université. Là, il y a une dimension socio-économique très forte et très prononcée, que les élèves issus des milieux plus favorisés sont surreprésentés dans l'enseignement général, et que les élèves
issus de classes plus populaires sont représentés et victimes de cette logique de cascade dans l'enseignement technique et professionnel. Et ça pose problème parce que nous n'avons pas un système comme la Suisse ou l'Allemagne où nous pouvons garantir une qualité parce qu'il y a un choix positif pour l'enseignement technique et professionnel. Nous nous trouvons dans une situation de, quelque part, nihilisme et de la part des étudiants et de la part des professeurs, des enseignants dans ce type d'enseignement parce que ce sont des choix négatifs qui amènent les étudiants dans ces enseignes et pas des choix positifs. Donc, au niveau de l'UNIF, on ne peut pas gérer ceci. On reçoit ce qui a été produit dans les écoles secondaires. Mais là également, et je montre vite les photos de mes collègues qui ont fait ces analyses, je vous montre pour les 3 minutes qui me restent des données d'une analyse de l'enseignement belge francophone, enseignement secondaire, et je fais le lien avec les résultats de l'enseignement supérieur à l'université. Les boules représentent des classes dans des écoles. Et l'axis horizontal, c'est la position moyenne socio-économique des élèves dans une classe. Donc, quand une boule se trouve plus à droite, il s'agit d'élèves favorisés, de parents riches. Quand une boule se trouve à gauche, là, il y a une classe où les élèves sont plus pauvres, sont défavorisés. On peut constater qu'il y a de l'hétéroscédasticité, beaucoup plus de variabilité ici dans les classes qui ont un public défavorisé et beaucoup moins de variabilité quand il s'agit d'un public favorisé. La tendance lourde est également claire, plus riches les enfants dans une classe, mieux les résultats. Mais il y a quand même de la variabilité importante dans les écoles qui sont mixtes ou classes moyennes ou dans des écoles qui ont un public défavorisé. Ce qui veut dire également que les politiques des écoles comptent. Certaines écoles font un bon boulot malgré le profil sociologique de leurs élèves et l'autre ne le font pas. Nous, en tant qu'université, on reçoit principalement des élèves qui viennent de milieux privilégiés. Grâce à la démocratisation de l'enseignement secondaire et nos propres efforts, on reçoit également des élèves qui sont issus de milieux plus défavorisés. Mais là, malheureusement, on peut parfaitement, ou en tout cas facilement prédire, quand on a les données sur les taux de redoublement et le profil socio-économique des écoles dont sortent les élèves et quand ils sont étudiants chez nous, ça aide à prédire le taux de réussite et taux d'échec. Et pour certaines écoles, c'est proche à zéro. Pour d'autres écoles, ce sont des résultats convenables et où on peut voir que les élèves ont quand même eu une possibilité de faire valoir vraiment cette idée de démocratisation de l'enseignement. Dernière réflexion, parce que j'ai plus de temps, c'est que nous devons faire gaffe de rester une université inclusive avec cette mission de contribuer également à la démocratisation de l'enseignement sur 2 volets. D'un côté, assurer de garder les élèves qui viennent de milieux plus favorisés et qu'ils ne s'orientent pas uniquement ou principalement vers des concurrents éventuels et qu'on fait attention à l'inclusion des élèves qui ont suivi le parcours de combattant de l'enseignement secondaire, d'assurer une bonne inclusion dans nos logiques de travail. Mais en fait, il faut remédier là où le bas blesse. Et on peut faire plein d'efforts et d'avoir des
programme spécifique aide la réussite, si on ne résout pas les défis à l'échelle de l'école secondaire, ça reste une affaire compliquée. Et là, on ne peut que constater qu'il y a quand même des différences importantes d'une école à une autre école, dans la mesure qu'ils donnent les élèves toutes les possibilités de réussir, y compris à l'université et l'enseignement supérieur. Donc je conclus, massification, ça a une connotation un peu problématique. Et en effet, ça nous pose des problèmes parce que nous n'avons pas les moyens, les finances qui vont avec pour donner un encadrement à cette croissance du nombre d'étudiants. Mais en fait, quand on parle de massification, on devrait parler de féminisation, parce qu'en grande partie, c'est de ça qu'il s'agit les 30 dernières années, cette croissance. Et l'enjeu d'assurer une égalité des chances pour tous les profils de citoyens qui auront la possibilité de faire des études supérieures reste un sacré défi pour des années à venir et nécessitera également plus de collaboration entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire pour pallier les défis que, sur papier, nous avons démocratisation de l'enseignement, mais dans les données chiffrées, on voit clairement que nous sommes dans une situation de stratification sociale et de reproduction des inégalités sociales qui, depuis les années 70, en fait, que la situation s'est empirée et pas améliorée. Merci pour votre attention.